Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de prendre ce rendez-vous de votre plateau en l'hebdo des éditorialistes ce dimanche 11 mai 2025. Comme chaque dimanche, mesdames et messieurs, on passera encore par fin quelques sujets qui ont marqué l'actualité ces derniers temps en République du Bénin au sommet de ce 11 mai 2025. On parlera de la réforme du secteur des hydrocarbures qui franchit un nouveau cap. Le gaz domestique, longtemps inaccessible à une grande partie de la population, est désormais annoncé comme plus proche des consommateurs. Réalité ou simple effet d'annonce, les invités en ce studio, en tout cas, ensemble, feront part de leurs analyses sur la question fonction politique et avancement automatique entre reconnaissance de l'engagement public et soupçon de favoritisme. La mesure suscite un débat de fond. Est-ce une avancée méritée ou un privilège de plus pour les élites? Ensemble, on en parlera avec nos invités. Et puis, gros plan sur la lutte contre la corruption au Bénin, alors que le dispositif national est passé au crible. Quelles forces et quelles failles ressortent de cet examen minutieux autour de la table, mesdames et messieurs, nos éditorialistes, j'allais dire, débattront sans détour. Installez-vous confortablement. L'hebdo des éditos commence maintenant avec mes invités en studio. Eli Daouda, il est le rédacteur en chef de la radio Voix de la Vallée, basée dans la commune d'Adjoron. Eli Daouda, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers confrères sur le plateau, bonjour également à vos téléspectateurs. Merci, vous avez réussi à braver plusieurs kilomètres d'Adjoron au Cotonou. Merci pour le déplacement. C'est un plaisir. En face de vous aujourd'hui, Hospice Yavimi, il est journaliste indépendant, bien présent ce dimanche matin avec nous. Hospice, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour également à tous ceux qui nous regardent. Merci aussi d'accepter l'invitation. Modeste Dossou est avec moi en ce studio. Il est du quotidien, l'autre quotidien. Permettez donc la tautologie. Il est déjà là, Modeste Dossou, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs. Merci de répondre aussi présent à cette invitation ce matin, Modeste. Je vous en prie. Réforme du secteur des hydrocarbures au Bénin, le gaz domestique jamais aussi près des consommateurs. C'est donc la première thématique que nous allons développer dans cette émission. Je vais démarrer par vous, Modeste Dossou, sur ce plateau. Cette information, vous l'avez perçue aussi comme tout autre Béninois. Dites-nous en premier temps ce que cela vous a fait. Oui, du coup, je pense que c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne idée aussi. Cela permettra aux Béninois d'avoir accès au gaz sans forcément dire ma bouteille est tel gaz, ma bouteille est telle marque, je ne le trouve pas dans ma localité, il faudra que je fasse tel kilomètre pour avoir accès au gaz. Et ça va aussi forcément mettre fin aux spéculations et au manque. Parce qu'à des moments donnés, il y a une certaine marque de bouteilles de gaz qui subit des manques. Donc, forcément, le prix au niveau des revendeurs, le prix augmente de façon drastique ou de façon exponentielle. Donc, je pense que la mesure va permettre quand même de déjà mettre tous les prix à égalité et faire en sorte que les Béninois aient accès quand même au gaz n'importe où ils sont, sans forcément chercher à savoir lequel des distributeur de gaz est tout proche de moi. Voilà. Hospice Yavimi, c'est varié, c'est varié, ces distributeurs justement, si ce n'est pas la couleur, c'est la marque, et parfois les prix varient aussi. Le gouvernement prend une mesure afin de faciliter la tâche aux consommateurs. Oui, c'est vrai que nous avions connu une forme de social par le passé. Qui veut qu'on distribue, qu'on partage en tout cas le butin à tous les citoyens. Et avec le président Patrice Talon et son gouvernement, la rupture, on découvre que bon, le social, c'est aussi ce que cette décision-là, cette mesure-là, qu'ils viennent de prendre, c'est-à-dire par le passé, on a des pénuries, comme l'a dit Modeste, de certaines marques
de gaz qui ne sont pas forcément disponibles. Et aujourd'hui, avec cette mesure-là, comme l'a dit Mathieu, est plutôt modeste, on n'aura plus cette crainte-là. Et dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quelle station, vous pouvez aller désormais faire votre échange. Donc, c'est plus facile pour vous, plus facile pour le citoyen. Donc, la bonne dame qui, normalement, faisait des kilomètres pour pouvoir avoir sa marque de gaz pourra facilement l'avoir à la station à proximité d'elle. Donc, c'est aussi ça, le social. Ça dit que si elle dépensait peut-être 1000 francs pour l'avoir, désormais avec 150 francs, 200 francs de ZIM, elle pourrait facilement. Donc, c'est de l'économie pour elle. Donc, si elle est dans une activité génératrice de revenus, c'est que désormais, elle pourra sentir ça sur ses bénéfices. Oui. Donc, voilà aussi une mesure du social que nous réclamons, que réclament les Béninois également. Mais là aussi, le plus gros effort se fera peut-être, selon moi, sur le prix, le coût. C'est vrai. On aura désormais le produit à proximité, mais à quel coût? Donc, il faudrait aussi travailler là-dessus pour que qu'on soit X, Y ou Z, que les prix soient normalisés pour que partout on peut avoir, quel que soit le kilo, qu'on puisse avoir le gaz au prix à un prix normalisé, quel que soit la marque, oui. Voilà. Elie Daouda, nous allons passer à vous aussi pour ce premier tour de table. Ici, vous avez suivi réforme du secteur des hydrocarbures, justement. Le gaz est désormais plus proche des populations. Nous en connaissons une variété dans nos villes et tout. Quelles sont vos appréciations par rapport à cette mesure prise par le gouvernement pour faciliter justement, alléger la tâche aux populations? Je crois quand même que c'est une bonne décision. Et cette décision, n'importe quel Béninois la prend et va applaudir. Seulement que cette décision, selon moi, est venue un peu tardivement parce que le social Guidio, depuis bientôt 4 ans, on se demande quelles sont les actions qui sont menées par le gouvernement pour montrer cette bonne volonté donc, du chef de l'État. C'est déjà heureux, on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard de mieux faire. C'est déjà quelque chose qui est fait. Je crois que mon prédécesseur vient d'évoquer le pan qui m'importe le plus. C'est vrai, les bouteilles seront uniformes désormais. Il y a à ce niveau deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est le prix qui sera appliqué désormais pour l'achat de ce gaz-là. Nous entendons dans la sous-région des pays sahéliens non loin de nous, qui n'ont pas de port. Regardez mon regard. Mais vous savez que le prix dans ces pays-là, comparativement au Bénin, ce n'est pas la même chose. Maintenant, la deuxième situation qui va se poser, ce sont les distributeurs. Il y a plusieurs noms qui circulent, que nous savons. Qu'est-ce que ça va devenir après? Est-ce que les différentes sociétés vont s'accorder sur un même point de vue pour que le citoyen lambda ne soit pas pénalisé, et pour qu'on ne dise pas que, bon, comme c'est X ou Y qui distribuait dans cette zone, la zone va rester toujours sous sa prédilection et on va continuer avec les mêmes problèmes. Je crois quand même que l'idée, elle est géniale, mais il faut accompagner ça dans les faits pour que le Béninois lambda soit quand même satisfait. Et quels genre d'accompagnement vous auriez souhaité, Elie Daouda, afin que cette mesure puisse profiter véritablement les populations? Déjà, dans une certaine mesure, on va commencer par voir que les bouteilles seront d'abord uniformisées. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Nous avons évoqué tout à l'heure le coût. Le coût donc de la recharge donc de ces gaz-là. Les distributeurs agréés qui sont dans les localités, vous savez que les prix ne sont jamais les mêmes dans les localités. Il va falloir que les responsables du ministère de l'Industrie et du Commerce descendent régulièrement sur le terrain pour faire les contrôles de façon inopinée. Et si ce n'est pas inopiné, on ne pourra pas avoir ce que l'on aurait souhaité comme résultat. Mais si c'est opiné, on saura que ce que le gouvernement a pensé pour prendre cette belle décision sera quand même suivi, et ceci à la lettre. Le Béninois, nous sommes un peu têtus. D'accord, le Béninois est un peu têtu, excusez-moi le terme. Si on ne suit pas de près
encore que quand on va parler du prix, il faut aller à Tchoumi Tchoumi pour voir si mon parent qui est de l'autre côté a les moyens pour pouvoir aller s'offrir cette bouteille de gaz-là. Donc, il va falloir quand même regarder de tous les côtés quand même pour que tout le monde soit au même niveau pour bénéficier donc de cette mesure. Voilà. Ensuite, il y avait mis l'inquiétude de Eli Daouda, c'est le prix du gaz. Il a cité aussi un exemple, les pays voisins dont le prix n'est pas aussi, sinon parfois il faut faire même 2, 3 fois le prix de chez eux avant d'en obtenir ici. Mais cette mesure qui doit accompagner les populations normalement, son problème c'est au niveau de la spéculation. Il propose même quelques mesures, sinon décentes inopinées, afin de vérifier justement les distances. Oui, et pratiquement, j'ai aussi cette inquiétude-là, mais connaissant un peu la méthode du gouvernement de la rupture, la galanterie avec laquelle le gouvernement de la rupture agit, je pense qu'il n'aurait pas pris cette décision sans au préalable un travail avec les différents propriétaires des différentes bases que nous avons. Je crois qu'un travail a été fait. C'est pour cela que lorsqu'il disait au début que cette mesure est venue un peu tard, un peu plus tard, je me dis, mais oui, il y a des bases ajoutées d'abord, il y a des assurances à avoir d'abord avant d'aller vers cette décision-là. Je pense que le travail a été fait avec ces propriétaires et que bientôt il y aura une suite à donner à cette décision-là, à ces mesures-là. Parce que l'on veut ou non, ce que veut le peuple, c'est aussi cela. Parce que si le gaz est dans un pays pas loin de nous, comme il a dit, moins cher qu'au Bénin, oui, qui a un port, tout ça là, donc c'est pas bon pour le citoyen. C'est pas le hautement social qu'on aurait souhaité. Donc je trouve que il y aura une suite forcément et que il y aura une façon qu'ils vont trouver pour normaliser les prix. Maintenant, l'autre question, c'est comment est-ce que les revendeurs à la base pourront, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, pourront maintenant respecter ces prix-là. C'est là, j'encourage sa proposition, c'est-à-dire les descentes inopinées, pour pouvoir mettre un peu la pression, faire peur un peu à ces gens. Tu pourras punir également ces revendeurs qui seraient peut-être en griffe indélicat par rapport au sujet. Voilà, merci. Modeste Dossou, cette mesure est prise, c'est prise. L'autre question qu'on se pose tout de suite, qu'on peut se poser tout de suite, c'est la mise en application de cette mesure afin de faciliter justement la tâche aux Béninois qui vont donc s'approvisionner justement en gaz domestique. Modeste Dossou, est-ce qu'il est nécessaire, en tout cas en un premier temps, d'abord d'uniformiser les bouteilles, de changer les couleurs, puisque les pays dont parle Eli, par exemple, les couleurs ne sont pas les mêmes, mais les prix ne varient pas aussi. Oui, je pense que jusque-là, l'idée, elle est bonne. On ne va pas surtout tenir compte des autres pays sur ce point. Parce que là, ça ne va pas nous avantager. On est en train d'expérimenter maintenant. Il y a eu différentes bouteilles et tout, mais on a vu la difficulté que le Bénin a à s'approvisionner, les Béninois ont à s'approvisionner en gaz domestique. Je pense que l'État a quand même pris les dispositions nécessaires pour que nos inquiétudes, enfin, je pense, puisque c'est une société qui va être créée, c'est une structure qui va être créée en bonne et due forme. Ce ne sera pas quand même une société de bouteilles. Et du coup, on va créer une société qui va gérer juste des bouteilles, colorier les bouteilles et puis non. Ce sera une société qui va gérer la distribution et l'uniformisation de tout ce qui a rapport avec le gaz domestique au Bénin. Donc, je pense que l'idée, c'est à la fois d'uniformiser et les bouteilles, mais aussi les prix. Maintenant, par rapport aux spéculateurs, si nous voulons que le distributeur de proximité ait un prix abordable pour la population, il faudrait que là où lui, il va acheter aussi, il puisse l'acheter à un prix suffisamment abordable pour que le bénéfice qu'il va faire ne fasse pas en sorte que le Béninois trouve ça encore trop cher, même si, bon, même à 25 francs, le Béninois trouvera ça cher. Néanmoins, je pense que le mieux déjà pour le Bénin, et c'est là que je viens à mon confrère Eli, qui parle de tenir compte aussi des pays, des autres pays frontaliers. Il faut que l'État subventionne le gaz domestique de sorte à ce que le Béninois puisse l'acquérir à un prix abordable. Parce qu'on sait que les revenus n'ont pas augmenté, mais les dépenses ont augmenté compte tenu de l'inflation et des problèmes
dans le monde. Du coup, il faut que l'État trouve le moyen de subventionner le gaz domestique. Et c'est vrai, il y a eu, dans la décision, il y a eu l'annonce des gaz de 1,5 qui vont être aussi des bouteilles de 1,5 qui vont être mises en circulation. C'est bien, mais ça ne fera pas le temps que les bouteilles de 6 kilos font ou de 3 kilos aussi font, mais c'est bien, c'est un début. L'essentiel, c'est que le gouvernement trouve le moyen de subventionner ou de faire en sorte que et les prix soient uniformes, mais aussi que ces prix soient suffisamment abordables pour le Béninois lambda. Mais bon, c'est un début. On va voir avec le temps comment est-ce que les choses vont se dérouler pour pouvoir mieux critiquer ou mieux apprécier selon le déroulement. Mohamed Dossou, et l'application, la mise en application de cette réforme, comment vous auriez souhaité que cela se passe? Parce que parfois, certaines mesures sont prises, mais dans l'application, ça prend un peu de temps. Oui, justement. Et là, je ne dirais pas que je suis sceptique. Je suis très optimiste compte tenu des différentes réformes qui ont déjà eu lieu dans ce pays sous ce régime. Je suis tout à fait objectif. Je ne suis pas en train de prendre parti. Mais je pense que sous le régime actuel, il y a eu des choses qui se font et les réformes sont, enfin, les autorités ou ceux qui doivent surveiller les réformes surveillent réellement, nonobstant quelques tares, hein. Mais je pense que pour une réforme annoncée, j'ai espoir qu'elle va être mise en application et très bien mise en application. Et je rejoins mon confrère qui parle des descentes sur le terrain. Je crois que c'est ce que l'État ne fait pas le plus souvent. Et le ministère du Commerce, je suis désolé, mais sur ce plan, est presque inexistant. C'est par moment qu'on entend, on vient à la télé pour dire ça, on a ordonné ça, et on va prendre deux ou trois caméras pour aller à 2 ou 3 endroits pour dire, bon, voilà, on a fait des descentes. Mais la population qui est dans les quartiers, dans les rues, dans les hameaux, dans les villages, personne ne sent qu'il y a eu descente, il y a eu uniformisation des prix. Quand on prend un produit, on dit, l'État dit c'est à 100 francs, fait des descentes quelque part, c'est 2 ou 3 produits. Mais le gars qui est dans les hameaux, dans les villages, ce n'est pas forcément à Tchumi-Tchumi. En plein Cotonou, il y en a dans les quartiers de ville où la dame dit c'est à 300, si tu ne veux pas, laisse. Vous voyez, c'est assez difficile, c'est vrai pour l'État de tout surveiller, mais il faut que la surveillance, les agents qui sont chargés de faire ça, aillent le plus possible en profondeur des quartiers, des rues et des villages. Voilà. Oui, Elie Daouda, justement, souhaiterait justement apporter rapidement, compléter peut-être une idée de Modeste Dossou. Bien évidemment, compléter pour dire que cette décision-là, je ne souhaite pas que ce soit une décision pour les Cotonois. Parce que nous savons que il n'y a pas longtemps, le gouvernement a pris une décision concernant la vente de la tonne de ciment. Mais les contrôles inopinés sont effectués où? Vous allez constater que c'est essentiellement dans les grandes villes. Et les villages, les hameaux, les populations continuent toujours de croupir sous cette pression des commerçants véreux qui ne sont là que pour faire des profits. Donc, il va falloir que, une fois la décision prise, il faut que des dispositions soient également prises pour accompagner la mise en application, la société qui sera créée. C'est une bonne chose. Mais là encore, on peut avoir d'autres situations. Les travailleurs qui sont dans les structures qui vont être dissoutes d'une manière ou d'une autre. Ces personnes vont devenir quoi? Est-ce que ces personnes vont être pris automatiquement reconvertis dans la nouvelle société qui sera créée? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir faire le bonheur des Béninois en même temps créer encore un autre problème? Je crois quand même que, tel que Yavim l'a dit, il va falloir quand même que des réflexions beaucoup plus approfondies soient faites. C'est vrai, le gouvernement ne fait rien au hasard, mais là aussi, hein, c'est à discuter. Hein, c'est bien évidemment, il faut dire, c'est à discuter. Donc, nous, Béninois, tout ce que nous voulons, c'est que le Béninois puisse vivre tranquille chez lui, qu'il puisse bénéficier de toutes les bonnes décisions que prend le gouvernement, qu'il puisse bénéficier de tout ce qui est action sociale et tout ce qui est actions sociales qui sont prises dans son pays, et je crois que ce sera quand même bien. Voilà.
Elie a abordé un aspect, hein. Il a parlé justement de l'accessibilité, que ce ne soit pas une décision seulement pour Cotonou, Porto-Novo, les grandes villes, puisque lui vient de faire fond d'Adjoun, peut-être c'est pour cette raison. Alors, pensez-vous justement que les infrastructures pouvant permettre justement de faciliter l'accès hein, de la population à ce gaz domestique, pensez-vous que nous en avons suffisamment au Bénin pour couvrir le territoire national? Ce qui m'encourage, c'est l'idée d'abord d'une agence qui va gérer cela. Donc, l'agence ne pourra pas être, en tout cas, ne pourra pas se limiter simplement, être collée forcément au ministère de la Culture, de l'Industrie et du Commerce. Donc, l'agence forcément aura un champ d'action plus large. Donc, pourra implanter des dispositifs pour, dans les quartiers, dans les zones les plus reculées, pour avoir donc ces gaz-là, pour que les consommateurs puissent les avoir plus facilement. Moi, ce qui m'encourage plus dans cette décision, cette mesure de gouvernement, c'est que sur le plan climatique, on aura, je pense, si c'est respecté vraiment et que le consommateur béninois a facilement accès donc au gaz, sur le plan climatique, on peut dire qu'on aura vraiment un soulagement parce que les charbons désormais, on va les éliminer un peu. On n'aura plus forcément besoin d'aller couper, donc détruire nos forêts pour pouvoir faire du charbon. Donc, je crois que c'est une mesure vraiment, vraiment au-delà du plan social. Sur le plan climatique aussi, c'est une mesure qui est très, très appréciée à mon niveau. Donc, c'est une mesure qu'on peut encourager. Tout est dans l'application. Ce qui est sûr, on fait confiance au gouvernement qui a pensé à cette mesure-là et qui l'a prise. Donc, on attend donc la suite. Il abordait ainsi, hein, Yavimi abordait ainsi l'impact réel hein, de cette mesure sur le quotidien des Béninois. Rapidement, vous, Modeste Dossou, avant de boucler ce sujet. Oui, forcément. L'impact direct, c'est déjà l'accessibilité et la facilité aussi pour le Béninois d'aller vers le gaz que de dire, bon, à défaut du gaz, je vais vers le charbon et le bois. Et comme il a dit, c'est une réforme qui va soulager la biodiversité, et qui va soulager nos forêts, nos espaces naturels. Et je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Le Bénin était déjà un des meilleurs élèves de l'Afrique en termes de préservation de l'environnement avec beaucoup de réformes. Fonction politique et avancement automatique, une reconnaissance légitime ou un privilège. De plus, c'est aussi une interrogation hein, dont le développement justement fera donc le menu de cette émission en sa deuxième partie ce dimanche 11 mai 2025. Et nous allons commencer par vous, Hospice Yavimi. Quel est votre avis? Comment percevez-vous justement cette réforme? Oui, pour moi, c'est juste un privilège de plus pour ces hommes et femmes-là qui en ont déjà de trop. C'est-à-dire, lorsque vous êtes nommé ministre, CA, maire, vous avez déjà un salaire qui n'est plus forcément celui que vous aviez en tout cas dans votre profession. Donc, c'est déjà des avantages, des primes, en tout cas un peu plus Colossal, voilà, pour vous important. Donc, vos amis, vos collègues n'ont plus forcément ces avantages-là. Et maintenant, si on doit vous faire un avancement juste parce que vous avez été nommé à un poste politique, je trouve que c'est vraiment un privilège de plus. Parce que les postes politiques ne sont pas forcément définis selon la corporation de la personne. C'est-à-dire que on peut être médecin et travailler comme être nommé ministre des Transports par exemple. Donc vous n'avez rien fait dans votre corporation pendant 5 ans, 10 ans et puis vous revenez déjà plus élevé peut-être que ceux qui sont restés là à travailler, à faire des évaluations, à échouer plusieurs fois et à ajuster donc les lignes. Donc pour moi ce n'est pas bon. Il faudrait forcément pour qu'il n'y ait pas de la pagaille autour de la chose. C'est vrai que ce gouvernement-ci peut bien faire les choses, mais si on doit être un peu plus, on va ajouter un regard un peu plus dans le futur, on va travailler à ce que les gouvernements futurs n'aient pas tellement de possibilités de mélanger de la politique. Parce qu'aujourd'hui, pour être politicien, c'est très facile. C'est vrai. Il ne faut pas tenir à un parti politique, travailler, militer. Il faut avoir la chance même d'être nommé. Juste. Parce qu'il y a des postes normatifs qui sont déjà parmi ces postes-là qui méritent ces avancements-là. Donc, il faut travailler à ce que le juste milieu soit trouvé pour qu'il n'y ait pas tellement de la pagaille. Voilà.
Elie Daouda de la radio Voix de la Vallée. Sur cette question, on aimerait rapidement prendre aussi, vous aussi, votre avis. Je crois que c'est un avantage de plus, tel que Yavimi l'a dit tantôt, puisque ceux qui sont appelés à occuper ces fonctions politiques, sont-ils tous de la fonction publique? Quel sera le sort donc de ceux qui sont du secteur privé? C'est là que je trouve le gros problème. C'est vrai qu'il faut inciter les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais dans le même temps, il ne faut pas privilégier X ou Y au profit de son prochain. Donc, moi, je trouve quand même qu'il faut travailler à trouver véritablement le juste milieu, même si la réforme dans des secteurs donnés demande à ce que l'on réfléchisse pour inciter des gens à aller occuper des postes de responsabilité, puisque si nous prenons par exemple les réformes dans le secteur de la décentralisation, il y a beaucoup de choses qui sont faites et aujourd'hui, si on ne sait pas faire dans l'avenir, des gens vont refuser délibérément d'occuper des postes de conseiller communal, d'être maire, parce que hier, ils avaient la possibilité des opérations de marché avec des pourcentages que vous savez. Aujourd'hui, il y a plus ça. Donc, il faut quand même trouver des stratégies pour accompagner la réforme, mais il ne faut pas privilégier X au détriment de Y, parce que tout le monde n'est pas du secteur public. Il y a également le secteur privé qui est là. Elie Daouda, je vais toujours rester avec vous. Puisque vous êtes en politique, vous êtes allé en politique, vous occupez un poste par le passé, vous êtes enseignant par exemple, où il y a peut-être des évaluations qui se font aujourd'hui avec pour la qualité de l'enseignement. Et si vous êtes de l'autre côté et que peut-être 5, 4 ans après, vous revenez, est-ce que c'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de participer à ces différents tests justement afin de juger votre niveau? Est-ce que vous pensez que le niveau sera tout le même si vous revenez, encore qu'on sait aujourd'hui que vous n'êtes pas nécessairement, si on parle justement de cette nomination, ce n'est pas nécessairement dans le domaine de l'enseignement que vous aurez pour toujours maintenir le cap? Il faut que celui qui est revenu fraîchement puisse retourner à son point de départ pour prendre le pouls qu'il faut et subir les évaluations qu'il faut pour se retrouver à un niveau dans les mains. Si vous devez être parachuté parce que vous venez de quelque part, il faut être encore responsable pour ceux qui sont là, qui se sont échinés à gravir des échelons. Je crois quand même que ce ne serait pas trop bien. Ce ne serait pas du bien. Alors, Modeste Dossou, nous allons prendre aussi, vous, votre avis sur la question. Vous avez suivi l'actualité, tout comme nous aujourd'hui. Comment voyez-vous, justement, ou bien sous quel angle, justement, prenez-vous Oui, je pense que c'est un mérite, mais c'est plus une récompense qu'un mérite. Je ne dis pas que les gens, ces personnes qui vont bénéficier de ça n'ont pas mérité. C'est un mérite, mais c'est plus une récompense qu'un mérite parce que peut-être que lorsqu'ils étaient dans un service, ils sont venus en fonction à une fonction politique. Ils ont travaillé normalement. Je prends par exemple le cas des membres des cabinets. Et donc, qu'on a cité dans les personnes qui pourraient bénéficier de cet avancement. Je prends par exemple le cas des membres des cabinets. C'est des gens qui, au-delà de leur fonction initiale, sont venus dans une fonction politique, mais qui ont travaillé dans ce cabinet-là, qui ont travaillé véritablement. Et peut-être que ça mérite au niveau du cabinet. Il n'y a pas eu l'évaluation nécessaire pour que ces gens puissent être évalués, connaître l'avancement. Donc, je pense que là, ils méritent quand même aussi d'être au même niveau que leurs confrères ou collègues qui sont restés dans leur service initial de départ. Après, il faut dire aussi que c'est une récompense. L'État récompense les gens qui ont servi avec rigueur et qui méritent vraiment cette récompense. L'État les récompense. Quand vous avez pris le cas d'un enseignant, par exemple, qui a fait tout ça, je pense que à son retour, la plupart du temps, je ne sais pas je ne connais pas le fond de cette application. C'est dans l'application qu'on va voir maintenant de quoi il s'agit réellement. Et il faut de la transparence dans cette application. Mais quand on prend le cas de cet enseignant, je suppose qu'il va être parachuté chef directeur départemental ou quelque chose quelque part. Je pense dans l'avancement de sa carrière, quand on voit là où il était et le temps qu'il a fait, s'il mérite d'être par exemple s'il méritait d'être directeur départemental, s'il était resté enseignant, s'il avait passé les caps,
Je pense que c'est là que la récompense vient. On lui dit, bon, écoute, tu deviens directeur départemental ou tu deviens ci, tu deviens ça. Après, je ne sais pas encore, dans l'application même de cette décision, Oui. c'est dans cela qu'on pourra mieux critiquer, apprécier ou donner notre avis sur ce genre sur cette décision. Dans ce cas précis, on parlera forcément de récompense. Dans un système politique démocratique, comment éviter que l'avancement automatique des élus ne contribue à la consolidation, justement, des privilèges, des inégalités également entre ceux qui détiennent le pouvoir et les citoyens ordinaires? Oui, forcément, il faut que tout ça soit fait avec la transparence qu'il faut. L'État doit pouvoir justifier l'avancement de cet homme, de cette personne qui a bénéficié qui a quand même bénéficié des privilèges d'une fonction politique. Oui. Parce que au-delà des privilèges financiers et autres, il y a aussi la carrière. Je pense que c'est ça que le gouvernement vise. C'est la carrière de cette personne-là que le gouvernement vise, parce que on s'est levé un jour, on a décidé de faire carrière dans quelque chose. Et on a envie demain de dire ma carrière a été ponctuée de telle chose. Donc je pense que c'est la carrière que le gouvernement vise. Du coup, il va falloir que lors de l'attribution de ces récompenses ou de ces avancements, Oui. l'État ou le gouvernement puisse justifier du fait que celui-ci a vraiment mérité cet avancement. Je pense que trouvons le moyen de justifier, même si après, il y a toujours des questions de transparence qui se posent souvent dans ce genre de situation. Question de transparence, auspicier Abimi. Oui, justement, c'est là d'abord ma crainte, parce que en politique, tout est possible. On a vu dans ce pays, pour marquer un maire, on l'a nommé son adjoint préfet. Vous voyez? Juste pour qu'il puisse avoir des effets sur lui. Donc facilement, ces genres de choix politiques peuvent déteindre négativement sur cette loi-là et l'esprit même, comme l'a dit Modeste, qui est l'avancement, l'évolution de la carrière. Comment est-ce que on pense donc l'évolution de la carrière de celui qui a été nommé ministre, maire par exemple. Et là, la solution serait peut-être de nommer ces cadres-là, de nommer ces hommes politiques-là dans des couloirs qui sont compatibles à leur déjà corporation, au choix de leur carrière. Donc, par exemple, un enseignant peut être nommé ministre de l'enseignement, ou bien un inspecteur peut aller vers le ministère de l'enseignement, par exemple. Et là, on sait qu'il est resté dans son domaine pendant 5 ans. Il a travaillé là, il a vu des choses et facilement, on peut comprendre lui et son avancement. Mais lorsqu'on va nommer un vétérinaire ministre de l'enseignement secondaire, ou bien un vétérinaire ministre de la santé, ou bien c'est même mieux, ministre de la justice, ou de la culture, et il reviendra devenir peut-être docteur. En tout cas, c'est pas. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là. L'autre question que nous allons rapidement aborder sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'est par rapport au dispositif mis en place par le gouvernement de la rupture pour lutter contre la corruption. On va aussi parler justement de cela sur ce plateau. Je vais m'adresser en premier à Modeste Dossou. Modeste Dossou, le dispositif de lutte contre la corruption au Bénin a-t-il montré des résultats concrets dans la réduction de la corruption, ou les défis persistent-ils malgré les réformes mises en place? Oui, je dirais tout de suite oui. Il y a eu des résultats. Des résultats. Il y a eu des résultats. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays de la sous-région ou ailleurs, ou d'autres personnes qui viennent ici investir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un résultat probant, visible. Il y a moins de corruption. Il y a même des dispositions n'ont plus favorisé, en fait. Il y a certaines dispositions qui n'ont plus favorisé la corruption, qui ne peuvent plus aussi favoriser la corruption, parce que, par exemple, il n'y a pas de robot ou d'algorithme qui favorise la corruption. Du coup, le fait de numériser, par exemple, certains services, tranquille, forcément, il n'y aurait plus de la corruption. Ça, la seule, forcément, il y a une réduction du taux de corruption dans nos administrations et tout. Après ça, il y a d'autres formes de dispositions qui ont été prises, la création de la RMP, il y a eu une structure qui a été créée en 2025 aussi, et il y a des conventions
conventions internationales que le gouvernement béninois, que le Bénin a signées. Oui. Et tout. Je pense que la criette, Oui. n'oublions pas la criette, c'est criette très important. aussi. C'est très important. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'éléments qui justifient le fait que la corruption est diminuée et de façon, je ne dirais pas considérable, mais est diminuée quand même au Bénin. On a connu une diminution de la corruption au Bénin. Après, il y a forcément des insuffisances qu'il faut relever. Parce que chacune de ces institutions ont des insuffisances. J'ai oublié le nom de l'institution. C'est une institution qui a été créée en 2025. Vous parlez de la haute autorité. Le Haut Commissariat, qui par exemple n'a pas les moyens, on n'a pas donné les moyens nécessaires à cette autorité-là pour bien mener la sensibilisation. Le caractère éducatif doit être donné. Il ne s'agit pas forcément de réprimer. Aujourd'hui, durant ces dernières années, durant les 2 mandats du président Patrice Talon, il y a eu la criette. C'est la criette qui a été au centre de la lutte contre la corruption au Bénin. Alors qu'il y a eu d'autres éléments, d'autres structures qui travaillent, même si c'est dans l'ombre. Quand on prend la RMP, la commission aujourd'hui, la haute autorité de lutte contre la corruption, je pense que c'est ça. Le Haut Commissariat aussi, oui. Donc, je pense que ce Haut Commissariat, par exemple, a besoin d'un budget suffisamment considérable pour mener le travail d'éducation, c'est-à-dire la sensibilisation avant répression. Parce qu'il faut forcément sensibiliser et du bas. Il faut dans les écoles. Ce n'est pas forcément, c'est pas forcément quand tu deviens fonctionnaire qu'on va commencer par te dire, ne sois pas corrompu, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Je vois dans certaines administrations, on met, ne me corrompt pas et tout. Mais ce n'est pas là forcément seul qu'il faut travailler. Il faut que cette commission, ce commissariat travaille maintenant à l'éducation et à la base. Il faut que nous, enfants, qu'on soit éduqués à aimer notre travail, à aimer le pays, de sorte à ne pas être corrompu, à ne pas être trop corrompu. La corruption, l'éradication de la corruption, je ne pense pas que ce soit possible, mais il faut limiter le taux de corruption dans les pays pour rendre un peu plus crédible le Bénin, enfin, je pense. Voilà. Hospice, il y avait mis sur la question rapidement. Oui, je pense que oui, il n'y a pas la corruption zéro. Il n'y a pas la corruption zéro, c'est vrai, et c'est un peu plus limité, c'est réduit. Mais je trouve pas que ce soit ces réformes-là, forcément, mais c'est la peur aujourd'hui de la criette. C'est la peur de certains outils qui ont été, en tout cas, inventés, qui ce qui fait aujourd'hui que la corruption a pris un peu de recul. Et je me demande si, après la rupture, c'est-à-dire après le président Patrice Talon, qui est l'auteur de ces réformes-là, après lui, est-ce que ça va tenir toujours le coup? Je crois que non. Parce que lorsque les réformes sont fondées sur de la peur, lorsque les gens ne vont pas vers le changement de comportement par conviction, et que c'est par peur qu'ils changent de comportement, lorsque celui qui leur fait la peur, crée la peur, n'est plus là, facilement, ils reviennent à leur vieux démon. Donc c'est pourquoi je dis, moi j'ai c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mieux, mais juste pour combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Parce que j'ai vu que c'est pas peur aujourd'hui que les Béninois, à la base, je dis, à la base, mais ceux qui sont vraiment bien placés continuent vraiment avec la corruption. Parce que vous voyez déjà des dossiers, on dit dans ce pays-là, on parle de milliards. Ce n'est plus en termes de de millions, mais ça c'est des milliards. Ça veut dire que c'est ceux qui ont de coffre, de l'assurance qui font maintenant. Mais les jeunes dans les écoles, les professeurs, les surveillants, eux maintenant, pas peur de pour la criette. Mais ceux qui sont dans en tout cas les bonnes grâces aujourd'hui, en tout cas ça ne les gêne pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont un peu, ils ont la couverture du plus haut. Donc je vois que oui, recul, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore il ça. faudrait que le Béninois soit éduqué comme il a dit à la base et que le Haut Commissariat, au lieu d'être là, bon, dans les bureaux climatisés, qu'on puisse descendre dans les écoles, dans les lieux d'ateliers, les ateliers, un peu dans les quartiers, pour sensibiliser au moins d'abord, pour que le changement soit par conviction et non pas peur de la criette d'un outil donné de la réforme. Oui, Elie Daouda, sur la question.
Je crois que déjà, il faut remercier le chef de l'État qui très tôt a vu le mal de très loin et a pris certaines dispositions qui sont à saluer. À son arrivée, il a mis en place déjà la criette. Et la criette aujourd'hui fait peur à tout le monde. Et tout le monde a peur d'aller là-bas. Vous commencez pas à parler à peine. Et puis, le genou, le cadre vous dit non, hein, je voudrais quand même rester avec mes enfants. Donc, au moins, ça fait peur. Ça fait peur et on n'a pas envie de goûter à Akrom-Sérété. On n'a pas envie de goûter peut-être à Cotonou et autres. Quand je parle de Akrom-Sérété et Cotonou, je veux parler des prisons. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas peur. Mais c'est au successeur donc du chef de l'État, Patrice Talon, que tout le travail va revenir. Parce que si demain, lui, il revient et il vient et puis il sucre la criette, c'est fini. Et on va retourner à nos vieilles habitudes, ce qui ne serait pas trop bien. Il y a des dispositions qui sont également prises. On a évoqué par exemple le Haut Commissariat à la lutte contre la corruption. Mais où se trouvent les moyens qu'il faut pour faire le travail donc de cette entité qui est mise en place? Je crois quand même que même les gens qui sont invités à travailler dans cette structure, eux-mêmes, ils le disent. On a envie de travailler, mais aujourd'hui, les moyens sont plus ou moins limités. Parce qu'il faut parcourir tout le pays. Il faut du personnel. Mais aujourd'hui, le personnel, c'est combien? La question reste posée. J'ai suivi le secrétaire général de ce commissariat sur la chaîne nationale. Je me suis dit, ben, est-ce qu'avec ce personnel-là, on peut faire quelque chose? Le problème reste posé. Donc, je crois quand même que le chef de l'État a envie de bien faire et il a le mérite de créer aujourd'hui la criette et d'autres dispositions, mais il va falloir qu'on puisse aller au-delà de ça, que la lutte contre la corruption ne soit pas par peur, que cela soit véritablement une question de conviction, que déjà dès le bas âge, le petit enfant qui a 5 ans, le petit enfant qui a 10 ans puisse dire, eh ben, on nous a déjà appris qu'on ne doit pas favoriser pour prendre quelque chose. On ne doit pas favoriser la corruption autour de nous. Donc, déjà dans les maisons, je crois quand même que ça doit commencer pour que l'on puisse aller jusqu'au niveau du sommet, jusqu'au niveau height. Maintenant, vous l'avez évoqué, je crois, c'est Yavibi qui l'a évoqué. Aujourd'hui, au Bénin, on ne parle plus de millions. On parle désormais de milliards. Est-ce que là, on pourra parler de lutte contre la corruption? Si tant est que les milliards continuent d'être évaporés dans la nature et on ne parvient pas à mettre la main sur ces milliards-là, ça veut dire que la question reste posée. C'est vrai que le Bénin sert d'exemple dans la sous-région. Je crois qu'il y a d'autres pays qui, sur la base de ce que le Bénin a fait, il y en a qui ont créé aussi des cours. Et c'est déjà bien, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça, Modeste Dossou. Non, un instant, oui, je viens à vous. J'allais pour ne pas perdre le fil. Non, rapidement, pour parler un peu du haut commissariat, oui. C'est parce que peut-être je trouve que le Béninois aime attendre d'abord les primes, d'essence, avant d'aller sur le terrain. Je crois normalement que pour une structure du genre, on n'a pas besoin d'un bureau même avant de travailler. Que le secrétaire, avant de rentrer chez lui, d'aller devenir à la présence le matin. S'il quitte Calavi, par exemple, qu'il s'arrête peut-être au niveau de Calavi pour parler à une dizaine, à une centaine d'élèves au drapeau pour dire voilà le comportement à adopter. Ce n'est pas les panneaux lumineux dans les villes de Cotonou qui arrêtent la corruption. Ça ne leur dit rien. D'abord, les panneaux tels que c'est confectionné, c'est touffu. Vous voyez? Moi, j'arrive même pas à les lire. Il faudrait que le monsieur Jacques Migan, avant de venir chez lui au bureau le matin, puisse arrêter un lundi matin au drapeau dans un collège pour dire à ces enfants-là, voilà les comportements qu'il faut éviter pour ne pas être corrupteur, pour ne pas être corrompu. Vous allez voir que ça va changer. Ça a besoin de primes. Pas de budget pour ça. C'est parce qu'on attend tout. On sait que bon, désormais, on est dans un bureau, on est nommé, il faut attendre d'abord cravate, il faut attendre prime avant d'aller sur le terrain. Je pense que le Bénin aussi, c'est ça aussi la corruption. Parce que lorsque vous forcément attendez quelque chose avant de faire un service pour lequel vous êtes déjà payé, c'est un peu comme la corruption aussi. Donc vous ne devez pas, en tant que haut commissariat de lutte contre la corruption, aller vers ça. C'est de petits gestes comme ça qui doivent apporter le changement de comportement au niveau des populations. Il faut aussi
Voilà. Un peu sacrifice, oui. Alors, je reviens à vous parce que c'est à vous, justement, je venais hein, quand Hospice a voulu placer une petite virgule, le temps que nous lui avons accordé. Il y a Elie qui a parlé de, bon, ce n'est même pas seulement Elie, on parle de milliards aujourd'hui, mais vous savez que ce n'est pas qu'il faut bénéficier des bonnes grâces de l'appareil gouvernemental aujourd'hui pour le faire. Quand vous pensez à cela, vous avez tiré à terre. Vous constatez cela avec nous? Oui, je pense que c'est vrai, hein, tout ce que mes confrères ont évoqué aujourd'hui, c'est vrai, on parle de milliards. Mais si on en parle, si c'est sorti, si le scandale est sorti, oui, c'est parce que quelqu'un a enquêté et a sorti le scandale, et parce que certaines personnes ont été arrêtées. Oui. Donc, je pense que le travail est en train d'être fait. Et ce n'est qu'un début. Je crois que on n'a même pas encore 10 ans dans ça, dans la lutte contre la corruption. Ce n'était que des mots. Et maintenant, on a commencé, voilà, les mots, les marches, voilà. Et ça, tout ça, c'était de l'argent qu'on met dedans. Maintenant, on a commencé. On vient de commencer. Il y a forcément des tas. Il y a beaucoup de tas. Il nous faut au moins 10, 20, 30 ans pour pouvoir nous asseoir dans cela. Il nous a fallu 30 ans pour être un pays suffisamment démocratique à un moment donné. Et heureusement, je ne sais pas, ça c'est relatif. On est encore un pays démocratique. Et donc, je pense qu'il nous faut encore beaucoup d'années pour atteindre un niveau élevé de lutte contre la corruption. En ce qui concerne l'Euro-Commissariat, je pense que c'est un problème de stratégie aussi. Il faut les moyens parce que la sensibilisation, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens parce que la sensibilisation, c'est comme la corruption, c'est comme la communication. Vous voyez, et ça nécessite de moyens. Ça nécessite beaucoup de moyens. Néanmoins, c'est vrai, il faut une stratégie pour pouvoir atteindre le Béninois à la base. Et comme l'a dit mon confrère, c'est vrai, il faut que les membres de cette commission, les membres de ce commissariat puissent aussi faire preuve un peu d'abnégation, de rigueur avec eux-mêmes, de sacrifice aussi. Parce qu'ils n'ont qu'à se sacrifier pour l'État. Parce que l'État est en train de leur donner beaucoup de privilèges. Et ils n'ont pas à avoir ce privilège-là sans se sacrifier. Donc, je pense qu'il leur faut un peu de sacrifice. Ils n'ont qu'à se sacrifier pour l'État. Il leur faut aussi de la stratégie. Parce que sans la stratégie, ils ne pourront pas atteindre le Béninois à la base pour que la corruption soit éliminée de la tête de nos jeunes frères, de nous autres et de ceux qui étaient là avant nous et qui sont toujours là avant nous et qui ne veulent pas partir aussi. Donc, je pense que il faut aussi il faut que ce commissariat travaille aussi avec le Conseil national de l'éducation pour que le programme d'éducation, le programme d'enseignement dans nos écoles soit revu de sorte à ce que le Béninois aime déjà son pays avant de commencer par aimer le travail qu'il fait sans forcément attendre un retour pour que ce qu'on lui paye pour ce travail. Et c'est à partir de là que nous allons réussir. Nous allons rapidement récapitulatif pour conclure cette émission. Je vais passer par vous. D'abord, vous avez posé le problème de après-talon. Je compte plutôt aller vers Modeste. Problème de après-talon, ils en ont parlé, les collègues ici sur ce plateau et tout. Comment voyez-vous que cela peut être pérennisé? Puisque vous avez aussi dit dans vos propos que nous avons commencé, et c'est à petits pas, nous avançons avec les résultats que nous voyons aujourd'hui. La période d'après-talon. Vous savez, il y a beaucoup de confrères, beaucoup de gens, beaucoup de citoyens qui disent surtout que après talon, la criette va disparaître. Et bizarrement, je commence à croire que ce sera ça, parce que les gens considèrent que la criette, c'est talon, c'est sous talon, que ça ne peut que marcher, que d'autres dirigeants ne pourraient pas vraiment, vont vouloir de la popularité et faire disparaître la criette. Alors que quand on prend la criette aujourd'hui, je fais une figure, c'est comme le Minotaure qui est dans une grotte et qui garde un trésor. Et quand le Minotaure va quitter la grotte, tout le monde aura accès à ce trésor, chacun prend pour lui et s'en va. Donc je pense que le Minotaure doit rester. Je pense que la criette doit continuer le travail. Et je ne sais pas, mais je pense que la criette doit continuer le travail, mais il faut moins envoyer tout le monde à la criette parce qu'aujourd'hui, notre cour, les tribunaux du Bénin n'ont plus rien à faire. Tout le monde est envoyé à la criette. Que ce n'est plus forcément un crime économique ou du terrorisme qui amène tout le monde à la criette. Quand on arrête de jeunes
trafiquants, enfin pas trafiquants, de jeunes consommateurs de stupéfiants et qu'on amène à la cricket. Je ne vois pas vraiment le rapport. C'est pas des terroristes, c'est pas un crime économique, ce n'est pas eux les trafiquants. Je pense que il y a le tribunal là pour faire le travail là. En guise de La criette est conclusion, dépassée. oui, en guise de conclusion rapidement, Modeste. Non, c'est bon, je suggère quand même, je pense que j'espère que la criette va rester. Et j'espère que les avancements pour la fonction publique vont être faits de façon transparente et j'espère que le gaz sera disponible moins cher. Merci à vous, Hospice Vimi. Nous allons revenir à vous pour prendre. Oui, j'espère également que ces outils, ces réformes-là seront toujours efficaces après, en tout cas avec le temps. Je ne parle pas d'après Talon, mais avec le temps, dans le futur, ce serait toujours efficace. Parce que Talon peut être vraiment là et que les hommes qui les animent vraiment, ces réformes-là, ces structures-là, peuvent être un peu défaillants. Et ça va créer d'autres failles. Donc, j'espère que de vrais hommes vont les animer pour que vraiment nous ayons le résultat escompté. Je pense également que le Haut Commissariat de la lutte contre la corruption fera un travail désormais à la base. Ce n'est pas les communiqués, ce n'est pas les émissions télé, radio où on parle de ce qu'on a fait pendant 1 mois, 2 mois qui compte. C'est l'impact que ce commissariat-là aura sur le terrain qui compte, à mon avis. Parce que la corruption, c'est d'abord à la base. L'élève qui a été corrompu sera corrupteur demain. Donc, dès qu'il sera dans un bureau, dans une position favorable, il le fera. Donc, je pense également que le gaz sera désormais disponible pour tout le monde et à un très, très bon prix. C'est du hautement social, ça. Voilà, Eli Daouda, à vous pour conclure. En termes de conclusion, moi, je pense que d'ici à là, nous aurons des explications du gouvernement sur la mise en application du décret, sur l'avancement en termes de fonction politique, et ça fera du plaisir à tout le monde. En dehors de ça, je veux également, comme le confrère, que le gaz soit disponible, encore que dans un passé récent, on nous a parlé de ce que notre gisement de pétrole à Semerkpoji pourrait bientôt être exploité. Et je crois quand même que c'est également quelque chose qui pourra nous aider dans l'abattement donc du prix de gaz. Si on peut nous faire ça comme on l'entend dans les pays voisins, je crois quand même que ce sera bien. Et pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, moi, je souhaite vivement qu'après Talon, que la criette puisse continuer par avoir son droit de citer. Parce qu'aujourd'hui, ça permet quand même que les petits détournements là puissent être quand même conjugués dans le passé, même si c'est les milliards qu'on compte désormais dans ce sens. Merci à vous, chers confrères, sur ce plateau. Mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin ce rendez-vous ce dimanche. Même si dimanche la politique se poursuit, nous allons donc nous faire le devoir justement de l'accompagner. Les confrères en ce studio, Eli Daouda, rédacteur en chef de la radio Voix de la Vallée, qui a réussi à braver plusieurs kilomètres d'Adjoum pour Cotonou. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. À côté de vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est Modeste Dossou qui est du quotidien, l'autre quotidien. Alors, je l'ai dit à l'entame, je le répète ici une fois encore. Merci aussi à vous d'avoir accepté cette invitation. Hospice Yevimi, journaliste indépendant, lui aussi présent dans ce studio. Ensemble, nous avons fait le tour de ces quelques questions qui ont marqué l'actualité en République du Bénin cette semaine. Dimension politique se poursuit et juste après les éditorialistes sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons donc laisser le plateau pour le duel afin que ce rendez-vous se poursuive. Nous rappelons tout simplement que nous sommes bien disponibles sur nos différents canaux digitaux, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook Etele en direct, notre chaîne YouTube Etele Bénin, notre compte Ins Etele en live et via notre application iOS et Android Etele, tout simplement Etele avec vous. Pour vous, la lutte se poursuit ce dimanche. À tout.